Alors, bonjour à tous, nous sommes en direct. Et merci à Marie et à Grégory d'être là pour cette conférence de l'école HNES, conférence sur l'auto-hypnose. Alors, on va Bon, attendre que les gens qui sont inscrits arrivent tranquillement. Et puis, bien sûr, si vous êtes là, mettez-nous un petit message de bienvenue. Euh, voilà, on est au début de l'année, donc bonne année à tous. C'est toujours des moments où on a peut-être pris des résolutions et on se rend compte que après quelques jours, semaines ou mois, que ça ne fonctionne pas obligatoirement comme on aurait voulu, hein, ou il y a peut-être d'autres choses qu'on a envie de régler dans notre vie ou d'améliorer. Et l'auto-hypnose est entre autres un superbe outil. Alors, juste avant qu'on commence le sujet de la conférence, est-ce que Marie pour commencer, et puis Grégory ensuite, est-ce que voulez vous présenter rapidement? bonjour à tous. Je vous souhaite déjà une excellente nouvelle année 2023. Je m'appelle donc Marie Millet. Je suis à la fois hypnopraticienne et également formatrice conférencière. Je suis heureuse de vous rencontrer ou de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle présentation. Je tiens également à remercier Grégory, Patrick et nos associés de l'HNES de bien vouloir animer cette présentation. Et également, je tiens à vous informer que nous allons, et nous avons décidé, nous, dans nos bonnes résolutions 2023, de vous concocter des petites présentations ou des grandes présentations un samedi par mois, le matin à 9h30, de manière à pouvoir vous donner quelques informations. Et je vous invite aussi par le biais de nos réseaux sociaux à peut-être demander des thèmes qui vous intéressent ou des développements que vous aimeriez avoir pour la suite de cette année. En tout cas, bienvenue en 2023 et je passe la parole à mon ami Grégory. Bonjour, je me présente Grégory Lambert, je suis hypnothérapeute, formateur en hypnose, conférencier également. J'enseigne depuis 2 ans à la HNES au niveau de l'hypnose. C'est moi qui donne une bonne partie du cursus qui se base pour l'hypnose, à la fois ericksonienne, à la fois hellmanienne, à la fois différentes approches en hypnose. Le but est vraiment d'avoir une hypnose pluridisciplinaire. J'allais oublier, je vous souhaite une excellente année à tous. Bonne année 2023. Et pour ceux qui seraient intéressés, soit par faire des cours auprès de la HNES, que ce soit en auto-hypnose, que ce soit pour devenir éventuellement aussi thérapeute, ou que ce soit même dans d'autres cadres, qui peut être aussi bien professionnel, personnel, que je ne sais quoi, même dans le domaine sportif, on peut aller très très loin avec l'hypnose et la préparation mentale du sportif. Je me réjouis de vous rejoindre et éventuellement de vous retrouver aussi dans les formations qu'on va faire mensuellement à partir de maintenant pour pouvoir vraiment garder le lien avec toutes les personnes qui sont intéressées dans le domaine du développement personnel aussi, car l'hypnose permet, et plus principalement l'auto-hypnose, comme de toute façon tout ce qui est hypnose, auto-hypnose, permettent permettre d'accéder à un développement personnel plus facile, donc qu'on puisse se retrouver. Voilà. Oui, mais merci Grégory, hein, et en effet, hein, l'hypnose, l'auto-hypnose et tous les outils qu'on partage dans notre école sont utiles sur une palette extrêmement large. Et j'ai oublié de me présenter, en fait, je vous ai demandé de vous présenter, mais je me suis pas présenté. Donc Patrick de Cépibus, associé aussi dans l'école HNES. Alors moi, c'est plus le côté PNL, hein, on en parlera sûrement dans d'autres conférences où je risque de rebondir avec mes connaissances sur ce sujet-là. La PNL est un dérivé de l'hypnose, programmation neurolinguistique, et plus de 15 ans dans le développement personnel, en m'étant noyé dans la marmite, il y a environ une quinzaine d'années, et récolté énormément d'outils pour aider les gens à aller mieux dans leur vie. Même s'ils vont déjà bien, ils peuvent encore aller mieux. Donc voilà. Maintenant, l'auto-hypnose, c'est extrêmement intéressant et Grégory, tu viens de le dire, hein, utile entre autres aussi pour les sportifs. Et vous avez peut-être déjà remarqué, alors je sais pas si on le voit encore beaucoup parce que j'ai pas regardé dernièrement les compétitions sportives de ski, peut-être à cause du manque de neige. Euh, mais vous avez peut-être vu la préparation, hein, d'un sportif
où juste avant la course, il visualise son parcours. Et cette visualisation, ben, c'est déjà quelque chose où il y a un travail sur l'inconscient, où je me trompe. Non, alors absolument. Excuse-moi. Vas-y, Marie. Non, non, tu te trompes sûrement pas. Et on voit aussi combien on peut se mettre en condition mentale hein, dans tous les domaines sportifs. Si vous avez suivi, malgré les divers débats, les championnats du monde de football, vous pouvez voir aussi les équipes qui se préparent hein, et chacun des sportifs qui se prépare à l'avance pour pouvoir accéder à son meilleur potentiel et à se créer des ancrages positifs. Et tout ça, effectivement, ben, on l'offre et on l'apprend dans les cours que nous proposons à la chaîne ES, qui sont à la fois toutes les bases de la programmation neurolinguistique et de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Excuse-moi, Grégory, de t'avoir coupé la parole. Non, alors je vais rebondir sur ce que tu as dit, ben notamment par rapport au foot, sans rentrer dans une polémique qui serait stérile de toute façon, étant donné que ça s'est passé. On voit que même dans d'autres sports d'équipe, hein, typiquement si on prend le haka des rugbymen, etc., c'est quelque chose qui a toujours existé. On trouve d'ailleurs des traces de, de rituels hypnotiques qui étaient donnés aux combattants égyptiens qui partaient ben, au combat justement. Donc on voit que c'est quelque chose qui date de 6000 ans en arrière. Alors à l'époque, ça s'appelait pas forcément de l'hypnose parce qu'on n'avait pas forcément toutes les tenants aboutissants qu'on a aujourd'hui. Mais effectivement, ce côté auto-hypnotique, pour rebondir aussi sur ce que Patrick a dit, quand on accompagne un sportif dans un travail pour justement qu'il puisse dépasser ses performances, car à un moment, ben, les performances physiques sont les mêmes pour tout le monde, enfin, dans certains domaines, mais à un moment, c'est le mental qui fait le dessus. Et le but, c'est justement de pas se laisser dépasser par ce mental. Et quand on a la chance d'accompagner des sportifs qui sont dans un bon domaine, voire des sportifs d'élite, on se rend compte que c'est des gens qui rentrent dans un état modifié de conscience, mais à toute vitesse, donc qui pratiquent régulièrement des exercices d'auto-hypnose sans forcément mettre le mot dessus d'auto-hypnose ou comme ça, mais qui ont déjà cette capacité à justement glisser dans ces états modifiés de développer leur potentiel. Et là, on parle de développer le potentiel pour un sportif. Alors pour un jeune, hein, parce que le thème aujourd'hui c'est l'auto-hypnose, et particulièrement entre autres pour les enfants ou pour aider ses enfants. Hein, c'est pas juste quelque chose pour uniquement à faire soi-même. On peut l'utiliser pour d'autres. Ce potentiel, il est bien donc pour aller plus loin dans un domaine, mais est-ce que aussi ça permet de régler certains problèmes? Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est sensible à l'hypnose. On ne peut pas dire avec moi ça ne marche pas, puisque déjà dans notre quotidien, on se met soi-même dans un état auto-hypnotique qui est favorable à nous apporter certains bénéfices, ne serait-ce que pour trouver un moment de calme, hein, pour pouvoir se concentrer, etc. Donc, quand on se jette à l'eau pour apprendre vraiment des techniques d'hypnose et d'auto-hypnose, c'est pour pouvoir mieux diriger sa manière de faire et d'être, mais c'est vraiment accessible à tout le monde, aussi bien aux adultes qu'aux enfants, qu'aux adolescents. Comment on va le faire? Eh bien, on va, par exemple, pour des petits-enfants, demander le soutien du parent, évidemment, pour l'accompagner. Mais il suffit simplement, et je pense que tout le monde a pu le constater, de voir que quand on chante une chanson ou quand on raconte une histoire à un enfant qui est proche du sommeil hein, et qui a besoin de ça le soir pour bien s'endormir, hein, pour avoir sa sécurité, on crée certains rituels, hein, certaines habitudes, et l'enfant se met de lui-même, extrêmement facilement d'ailleurs, très spontanément, dans cet état, comme disait Grégory, état de conscience modifié. C'est peut-être un mot qui peut faire un peu peur, c'est juste un certain ralentissement d'activité cérébrale, qu'on pourrait dire cognitive, concentration, pour aller vers quelque chose qui est plus une forme de rêverie, une forme d'utilisation d'une autre partie de son cerveau plus créatif. Et en créant des petites histoires du soir, par exemple, à des petits-enfants, avec un but spécifique, hypnotique, qui serait, je veux que mon enfant puisse dormir plus calmement, mais aussi pour guérir certains petits soucis du quotidien, comme un enfant qu'on estime être trop grand pour encore sucer son pouce, ou pour les pipis au lit, pour les colères, pour les peurs du monstre le soir, etc.
tous ces états de conscience modifiés que l'on peut produire en racontant des histoires à des petits vont utiliser des métaphores et vont permettre à l'enfant d'être aidé pour grandir sereinement. Je vous passe la parole, les garçons. Alors, en effet, hein, les enfants, alors là, souvent on prend l'exemple des enfants en bas âge, parce que c'est souvent là qu'on se dit qu'il y a des peurs ou d'autres choses qui perturbent l'enfant. Mais un adolescent aussi peut très bien l'utiliser pour se préparer pour ses examens ou des choses comme ça. Bien sûr. Bien Totalement. sûr, c'est une façon de découvrir aussi tout le potentiel qu'on peut avoir, tout ce qu'on ne sait pas savoir au fond et qui est installé dans la part qu'on appelle notre inconscient. Mais cette part d'inconscient, c'est la part de nos mémoires, de nos mémoires de ressenti, mais de nos mémoires aussi de savoir-être, savoir-faire. Et ces mémoires ont cette capacité de revenir à la surface pour autant qu'on les appelle. Et un jeune qui serait hyper stressé avant un TE important ou avant un examen, il va pouvoir retrouver un autre état interne qui va lui permettre d'avoir un accès à sa concentration avec un apaisement intérieur et avec un axe de recherche. On créera comme un ancrage de choses qu'il sait déjà faire dans d'autres circonstances, dans d'autres domaines, qu'on va transférer avec l'hypnose ou l'auto-hypnose qu'il apprendrait dans un moment spécifique. Et j'ai par exemple accompagné, on revient un peu vers le domaine des sportifs, mais j'ai accompagné une jeune fille qui est en train de monter en classe suisse de patinage artistique et qui fait régulièrement des compétitions. Et il y a quelques mois, elle avait bloqué sur un saut parce qu'elle a commis une erreur et il n'y avait plus que cette erreur qui comptait quand elle allait se mettre en état de compétition. Et évidemment qu'à chaque fois, elle recommettait la même erreur. Elle est venue me voir et dans l'accompagnement, je lui ai appris, je lui ai donné des clés et puis nous avons travaillé avec l'hypnose justement pour pouvoir modifier cette perception et puis se redonner de la confiance comme si on pouvait mettre de côté l'erreur commise qui était restée ancrée et mettre un ancrage qui était un ancrage de j'ai été capable de faire ce saut sans jamais tomber, sans jamais mal retomber. Donc, on reprend la programmation d'avant, on reprogramme cette partie inconsciente, ce qui lui a permis de réussir ses accès et de recevoir son diplôme pour pouvoir aller au niveau suisse dans ses entraînements. Génial, top. Alors, ouais. Tu parles d'ancrage. Alors, Grégory, tu peux nous expliquer ce que c'est un ancrage? Parce que là, il y a des termes techniques qui arrivent. Ouais, ça me fait... Exactement. Je voulais revenir sur ce terme de vocabulaire d'ancrage qui peut faire peur aussi, parce qu'on voit dedans ce côté, cette pièce métallique qui retient un bateau, qui l'empêche de partir vers le large. Effectivement, on peut quand même reprendre cette pièce métallique qui empêche ce bateau de bouger comme un point central autour duquel le bateau peut parfois tourner, mais qui le retient à un endroit. Et quand on parle d'ancrage, c'est vraiment de recréer un état de conscience, un état dans lequel, sans forcément parler d'état de bien-être, on est vraiment dans un état dans lequel on va pouvoir travailler son potentiel, on va pouvoir passer par-dessus certaines peurs, certaines croyances qui nous limitent, pour vraiment se permettre d'avancer vers ce qui est bon. Et à un moment, peut-être on a eu une super expérience où justement on avait un résultat qui était fantastique dans le cadre de Marie, peut-être un saut qui a très bien réussi. On va ramener la personne à l'état émotionnel, donc ça on le fait justement en hypnose, à l'état émotionnel du moment, et on va implémenter, reprogrammer notre partie inconsciente avec cet état émotionnel pour pouvoir le transférer sur autre chose. Alors, ça peut paraître très technique, ça peut faire un petit peu peur comme ça, mais c'est quelque chose qui se fait très, très bien. On n'a pas besoin d'ouvrir le cerveau pour que ça se passe. Ça se fait tout naturellement. Simplement que cet état modifié permet justement de baisser une partie de son facteur critique, donc son côté analytique, je vois, j'entends, je sens, je ressens, pour vraiment permettre d'implémenter une nouvelle façon de fonctionner au cerveau. Il faut savoir que ce cerveau, tous les jours, il joue avec nous comme nous on joue avec lui, mais principalement c'est lui qui gagne quand même. Et à un moment, c'est juste de savoir comment travailler sur notre cerveau pour modifier notre façon de réagir à certains stimulus extérieurs, etc.
Donc l'ancrage, là on parle du domaine sportif, mais c'est vrai que Marie est venue sur le terme de l'énurésie, donc c'est pipi au lit qu'on peut avoir. À un moment, c'est comprendre déjà ce qui peut se passer dans l'environnement de l'enfant pour pouvoir l'accompagner, par exemple. Et ensuite, c'est vraiment le problème qu'il y a, c'est que de nuit, quand on a besoin, pour un petit enfant qui a besoin de faire pipi, il s'en rend pas forcément compte. Et c'est quand il se réveille dans ses draps mouillés que, donc là, on n'est plus vraiment dans de l'auto-hypnose pure, étant donné que c'est pas lui qui doit se dire en allant se coucher, je vais me réveiller avec un lit sec. Mais c'est vraiment de travailler dans cet état hypnotique pour permettre à l'inconscient d'enclencher le veilleur interne, la petite alarme quand le niveau d'eau est trop haut pour, réveiller l'enfant puis qu'il puisse aller. Et c'est vrai que là, on se rend compte quand quand on accompagne un jeune qui est en fin d'enfance, en début d'adolescence, d'une dizaine d'années, et puis qui a des problèmes d'énurésie, ça pose beaucoup de problèmes dans les camps de ski, les camps avec les copains, même d'aller dormir chez un copain, tout ça. Et là, facilement sur une séance d'hypnose, voire deux, on résout des troubles qui sont juste géniaux, quoi. Et on peut se rendre compte que cette énurésie, principalement dans les personnes que j'ai accompagnées même, des fois, on a des jeunes hommes, voire un peu plus que jeunes, qui ont 20, 25 ans, qui ont encore des problèmes parfois. Donc, typiquement, une personne qui a des problèmes comme ça, qui doit dormir à l'extérieur parce que son métier l'invite à, le contraint à dormir à l'extérieur, je sais pas, un pompier, un ambulancier ou je ne sais quel autre métier où on dort à l'extérieur, ça peut vite poser des grosses problématiques. Et effectivement, sur une séance d'hypnose, on peut aller travailler peut-être le traumatisme de base s'il y en a eu un. Alors attention, je fais très attention en parlant de traumatisme, on n'est pas en psychotraumatologie, mais peut-être le marqueur qu'il y a eu, peut-être des parents qui ont secoué l'enfant parce que voilà, c'était la xème fois qu'il se réveillait dans un lit mouillé, etc. Et ça a laissé une marque. Là, ça a laissé un ancrage de nouveau, mais un ancrage qui va être négatif. Et le but, c'est d'aller démonter cet ancrage, de remonter l'ancre comme sur un bateau, puis de permettre de naviguer un peu plus loin. Ouais, super intéressant. Et donc pour un enfant ou pour un parent, d'apprendre ce genre de choses à faire pour soi-même ou on va dire, aider son enfant à travers ça, est-ce que c'est quelque chose de relativement facile ou ça demande 3 ans d'études d'hypnose pour y arriver? Non, en principe, au bout de 10 ans, tout le monde y arrive. Non, disons, en tant que parent, on a déjà des outils hypnotiques sans forcément s'en rendre compte, mais on a typiquement le bisou qui calme, je veux dire, l'enfant qui est tombé, on y fait un bisou, tout d'un coup, hop, tout va bien, ou bien le souffle magique, des choses comme ça. Et ça, c'est pas des outils qu'on a forcément appris à travers des longs cursus ou autres. Donc, des fois, c'est juste de peaufiner certains acquis qu'on a, peut-être de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir les déplacer dans d'autres contextes. Je prends l'exemple alors après, voilà, c'est différent, mais mon fils qui arrive à fond avec sa trottinette, qui se loupe dans une courbe, il avait 7-8 ans à l'époque. Je me suis dit, le voyant tomber, je me suis dit, aïe, 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 Dieu sait les dégâts, parce que franchement, il a fait une belle chute. Je l'ai pris vers moi, j'ai fait une induction rapide. Alors là, on est dans des techniques qui sont un peu plus avancées, mais ce qui veut dire qu'il est directement parti en état modifié. On est parti sur le fait qu'il est super bien atterri au sol, et puis le lendemain, il s'est réveillé, il n'y avait pas un bleu, il n'y avait rien. Donc, on se rend compte que en plus du côté d'enlever la peur de l'enfant, on travaille sur un côté physique aussi. Et ça, pour en revenir à ta question, Patrick, je veux dire, le soir, quand on raconte une histoire à son enfant, alors de nouveau, on raconte l'histoire en la vivant, parce que si vous lisez votre histoire, c'est l'histoire du petit pousset qui était sur le chemin, qui jetait ses cailloux. Je veux dire, l'enfant, vous l'emmenez pas, mais à un moment, c'est de créer ce côté métaphorique dont Marie parlait avant, d'embarquer cet enfant dans l'histoire. C'est ça, je veux dire, c'est pour peut-être un enfant qui sera passionné par les Lego, hop, il monte dans l'avion Lego, il se retrouve à côté du pilote Lego, puis à un moment, il est dans le monde des Lego. Puis voilà, c'est pas quelque chose qui est compliqué en soi. Il faut justement que les gens se rendent compte que c'est accessible. Le problème qu'il y a, c'est que souvent on met sous ce côté hypnose un côté à la fois sulfureux, un côté à la fois hyper complexe, etc. Alors que non, il y a rien de complexe dans tout ça, je veux dire. Oui, c'est vraiment quelque chose d'accessible à tous, hein, quelque chose qui s'apprend si on veut vraiment pouvoir faire un accompagnement. Mais comme tu le dis, Grégory, spontanément, les parents ont déjà ces gestes ou ces inductions spontanées. Les comprendre, les décortiquer, c'est en fait le but des cours et des formations que nous offrons, c'est pouvoir comprendre le fonctionnement, pouvoir l'appliquer dans certains domaines et pouvoir en créer quelque chose qui deviendrait comme un automatisme de réponse. Quand on pratique l'hypnose, on sait faire ça sans plus poser la question. On aura installé comme ça juste quelques bons mots ou bons réflexes
qu'on aura appris, comme on aura appris à lire, à compter, à écrire dans notre enfance. En tant qu'adulte, on peut vraiment apprendre ça. On propose d'ailleurs une formation pour apprendre cette hypnose sur une dizaine de jours qui va démarrer là dans 2 mois dans notre école. Et cette formation permet vraiment aux personnes de pouvoir à la fois accompagner leurs proches, accompagner leur famille et pouvoir avoir compris et appris ce qu'est l'hypnose et comment la pratiquer. Et ça, on le démarre au mois de mars. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est assez vite acquis et on va le pratiquer aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement apprendre la théorie. Vous pouvez trouver la théorie dans des livres. Hein, et il existe une multitude de lectures à propos de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Il existe aussi beaucoup de vidéos ou de vidéos d'accompagnement que vous pouvez trouver sur YouTube, par exemple. Mais si vous voulez savoir en faire, c'est juste apprendre quelques techniques simples qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Et est-ce qu'on, en tant que parent, parce que Grégory, comme toi-même, vous venez dire que c'est quelque chose que tous les parents font déjà naturellement, mais est-ce que peut-être certains parents font ça naturellement, mais pas de la bonne façon, c'est-à-dire qu'ils font des inductions dans le mauvais sens? Alors Oui, peut-être, il y en a alors aussi, peut-être, mais excuse-moi. c'est pas volontaire, c'est-à-dire que bien souvent il y a des mots malheureux et inconscients, et on pose ainsi comme des injonctions à l'enfant. Par exemple, monte pas sur le mur, tu vas tomber. Ok, donc qu'est-ce qui se passe quand je dis monte pas sur le mur, tu vas tomber? Eh bien, l'enfant va entendre tu vas tomber. Il va perdre sa D'accord. confiance, il risque bien de se prendre les pieds dans le premier caillou et de tomber, parce qu'on aura induit qu'il va tomber. Ok, donc on va induire deux choses. On va induire qu'il va tomber et en même temps, on va induire une perte de confiance, si j'entends Voilà, bien. Ok. oui. Et Et accessoirement, on va dire une troisième chose, on y a dit monte pas sur le mur. Donc le pas n'étant pas acquis, le côté grammatical du ne pas n'étant pas acquis, on va se retrouver avec un enfant qui est sur le mur. Donc on fait la totale de ce qu'il faut pas faire. Donc, quand tu dis le ne pas n'est pas acquis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je vous donne un exemple qui est tout simple. Maintenant, je vais juste vous demander de ne pas penser à une voiture rouge. Pourtant, je vous ai demandé de ne pas y penser. Voilà. Ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire que notre inconscient ne comprend pas la négation? c'est ça. On peut partir de ce postulat qui certes est un peu plus complexe au niveau académique, mais on peut partir de ce postulat effectivement qu'il y a une partie de nous qui ne comprend pas la négation, et plus particulièrement chez le petit enfant où on a ce côté grammatical qui n'est pas acquis. Hein. On considère que l'inconscient a un âge, alors c'est de nouveau des considérations, des hypothèses, mais qu'il a un âge mental de 7 ans. Donc le petit enfant à qui on dit fais attention, ne renverse pas ton chocolat, généralement il a bien fait attention, le chocolat est bien renversé. Ok, donc une des choses importantes, et on peut, comme tu l'as dit Marie d'ailleurs, hein, le papa ou la maman, ils font pas ça d'une façon consciente, c'est pas voulu, mais en même temps, comme ils n'ont pas les connaissances, ils risquent de faire ce genre d'erreur. Donc, Voilà. Si on n'en a pas la conscience, on va y faire assez spontanément finalement. Dans l'idée de protéger notre enfant, il n'y a pas de mauvaise intention là derrière. Il y a juste une espèce de maladresse qui va créer dans la tête de l'enfant, dans sa perception, le risque de perdre cette confiance et donc le risque qu'effectivement, perdant la confiance, et on le voit soi-même, parfois j'ai eu des patientes qui sont venues me dire je ne peux plus conduire. Pour quelle raison? Il y a longtemps que je n'ai pas conduit, je n'ai plus du tout confiance, j'arrive plus à prendre le volant. Alors que l'apprentissage de la conduite, ce n'est pas quelque chose que l'on oublie, hein, mais la perte de confiance permet de juste tellement douter de soi qu'on va construire dans notre imaginaire un risque d'accident, par exemple. Mais pour l'enfant, c'est beaucoup plus rapide. En plus, la moindre injonction venant des parents, puisque le lien de référence étant d'abord celui des parents, si papa ou maman dit tu vas tomber, on n'a guère le choix de faire autrement que de tomber. Pour la personne qui a peur de prendre le volant, il y aura un autre processus en allant un peu plus loin avec elle, justement, sur les souvenirs et les moyens d'aller rechercher et de reprogrammer sa façon de voir les choses par rapport à la conduite automobile.
Mais on travaille ça avec l'hypnose et c'est, quand je vous disais tout à l'heure, vous ne savez pas, vous n'imaginez même pas savoir tout ce que vous savez, c'est bien de ça dont il s'agit. Donc On en n'a fait, pas conscience de toutes nos si j'ai bien connaissances. compris, tu viens de faire une injonction pour qu'on imagine toutes les choses qu'on ne sait pas. Voilà. Et puis on les a toutes ces choses-là. Ok, c'est extrêmement intéressant. Euh, et pour un enfant, c'est possible d'apprendre, même un très jeune, on va dire plutôt la question, à partir de quel âge un enfant il peut apprendre lui-même à s'auto-hypnotiser? Oui, c'est du français, s'auto-hypnotiser. Alors moi je dirais très jeune, hein, 3, 4, 5 ans, parce qu'on va lui donner des moyens de le faire, hein, en utilisant par exemple des objets. Tous les enfants ont un doudou, pour donner un exemple. Si on rend ce doudou super fort, protecteur et qu'il devient le héros de la situation, alors ce doudou aura une fonction rassurante pour l'enfant. Et il va simplement prendre son doudou et le faire chasser les monstres qui viennent le soir dans sa chambre, par exemple. Et donc, depuis tout petit, on peut faire ça déjà. Et puis plus tard, on va utiliser d'autres moyens, c'est-à-dire les moyens créatifs de l'enfant aussi. Le faire vivre, comme disait Grégory tout à l'heure, une vie de héros. En l'accompagnant dans une histoire, il va pouvoir choisir son héros, il va pouvoir devenir ce héros, il va pouvoir faire le film de ce héros qui va rencontrer des obstacles peut-être. Moi, je travaille beaucoup avec un jeu de cartes, par exemple. Et dans ce jeu de cartes, on a à la fois plusieurs héros. L'enfant peut choisir quel est son héros. Il va choisir aussi quelles difficultés il va devoir affronter. Il y a des symboliques sur ces cartes. Et il va utiliser des pouvoirs magiques qui sont aussi dessinés sur certaines cartes. Et du coup, il va créer son histoire, il va la vivre, il va nous la raconter. Ensuite, il va pouvoir la dessiner, la vivre vraiment. Et ça va être son histoire à lui, son film à lui. Et un autre enfant ne va pas raconter la même chose. Donc, chacun a au fond de soi, même chez les petits-enfants qui commencent à dessiner à 6, 7, 8 ans, la possibilité de se créer ces films-là et de pouvoir développer en eux cette confiance en eux. Ça part beaucoup sur l'idée de la confiance ou de l'apaisement, ou un enfant qui est hyper stressé d'aller à l'école, par exemple, ou qui a beaucoup de peur, mais plus tard également. Le principe est le même, qu'on ait 2 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, l'adolescent va comprendre les choses différemment. On entrera dans un monde d'adolescents avec d'autres arguments pour lui. Mais se créer ce film, cet imaginaire qu'on a tous au niveau de notre inconscient et de nos parties sensibles aussi, c'est-à-dire on utilise beaucoup nos 5 sens pour pouvoir aller apporter quelque chose qui va modifier également. Là, ce sera un peu plus technique et on va s'approcher des neurosciences. C'est techniquement, on va produire des endorphines. Plutôt que de produire du cortisol qui serait l'hormone du stress, on va produire de la dopamine, de la sérotonine par notre pensée créative. Et tout ça sous hypnose, dans cet état de conscience modifié qui ouvre les portes à cet imaginaire et à cette créativité, quel que soit notre âge. Mmh. Donc l'hypnose, en fait, c'est comme un catalyseur par rapport à cette. Par exemple, si tu prends l'outil des cartes, je pourrais utiliser ces cartes juste comme ça, mais ça va avoir peu d'impact. Tu me dis si je me trompe, ou Grégory, vous me dites si je me trompe, mais c'est comme un catalyseur pour mettre dans l'inconscient, en fait, cette histoire qu'on s'est créée. Vas-y, Grégory, à toi la parole. Alors oui, c'est juste. Le problème qu'il y a, c'est que d'utiliser les cartes de manière entre guillemets consciente, ça va nous amener à oui, on connaît la solution consciemment, mais l'inconscient n'ayant pas intégré la solution complètement, ça a très peu d'interaction sur les choses qui vont se mettre en place intérieurement. Parce que consciemment, on va vouloir lutter contre quelque chose, mais bien souvent, en voulant lutter contre cette chose, on va la renforcer en se focalisant dessus contre l'élément contre lequel on veut lutter. Tandis que des fois, de contourner cet élément, puis d'amener d'autres solutions par la suggestibilité on est à modifier de conscience,
Ben, c'est là qu'on va pouvoir justement créer ces leviers. Alors, on peut parler de leviers de changement, mais vraiment créer, voilà, changer notre façon d'interagir avec notre environnement, nos perceptions sensorielles, comme disait Marie, l'audition, la vue, la kinesthésie, qui est le sens du toucher, l'olfaction, le côté gustatif, et changer ces perceptions qui, elles, ne peuvent pas être changées. Quand vous entendez quelque chose, vous l'entendez, simplement qu'on va changer la réaction à la perception qu'on entend. D'accord, donc en fait, mais alors, est-ce que je vais être dans un état hypnotique, un peu comme j'ai pu voir à la télévision, il y a ces hypnotiseurs qui font que les gens sont en train d'aboyer ou font des choses bêtes. Est-ce que c'est ce genre d'état hypnotique qu'on va utiliser ou comment ça se passe en fait si on veut atteindre cet inconscient? Alors, on va travailler pour atteindre la conscience, c'est assez vite vu. On va travailler sur une saturation des différentes perceptions sensorielles, c'est-à-dire sur notre audition, notre vision, notre kinesthésie. Pour l'olfaction, le gustatif, c'est un peu plus compliqué à saturer, mais ça peut très très bien se saturer d'une certaine manière. Et franchement, si on fait imaginer, par exemple, maintenant simplement qu'on se retrouve au bord d'une belle plage de sable fin, un beau sable blanc, qu'on voit la mer turquoise, qu'on entend ce bruit des vagues, qu'on peut peut-être même ressentir les embruns marins de cet air iodé et peut-être même ressentir un petit peu la pointe de sel sur les lèvres. Je veux dire, voilà, on rentre déjà simplement par quelques mots, on change notre façon de percevoir les choses et ça va pouvoir nous conduire justement dans cette voie d'introduction ailleurs. Donc, on n'est pas forcément dans cette hypnose de spectacle. On peut voir les gens sur un claquement de doigts avec une injonction du style « dormez, je le veux » avec un filet de bave sur le côté, ce qui est assez peu utile en thérapie. Par contre, ce qui permet de montrer qu'avec l'hypnose, on peut faire des choses aux gens. Alors, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ça se fait de moins en moins, mais à l'époque, on créait des catalepsies totales du corps. On mettait 2 parpaings sur les personnes et on les brisait avec une masse. Et généralement, c'était pas des Mister Olympia ou comme ça, c'était des personnes tout à fait normalement constituées pour montrer ce que le corps arrive en état modifié de conscience à endurer sans qu'il y ait de séquelles physiques, etc. Donc, voilà, on a le côté hypnose de spectacle où je parlais avant de côté sulfureux de l'hypnose, mais on a aussi le côté thérapeutique qui va être beaucoup plus zen et qui va permettre d'aller travailler différemment dans un accompagnement bienveillant, ce qui n'est pas forcément le cas en hypnose de spectacle, en hypnose de télé et autres. Après, c'est vrai qu'on est toujours très étonné par la vitesse à laquelle ça va en hypnose de spectacle, etc. Mais quand on commence à connaître les tenants aboutissants, on se rend compte qu'il y a une spirale qui est mise en place pour amener la personne à facilement rentrer en état modifié. Donc moi, en tant que parent, je peux rassurer, par exemple, si je veux utiliser l'hypnose pour mes enfants ou faire l'auto-hypnose sur moi-même, je peux rassurer mes enfants que je vais pas m'amuser à contrôler leur vie à travers ça, parce qu'il y a peut-être aussi une peur à ce niveau-là, non? En principe, on leur fera pas manger des épinards s'ils n'aiment pas les épinards. Donc, non, effectivement, on peut avoir ce côté peur d'une prise de contrôle, mais on reste toujours avec son inconscient qui, lui, va avoir un facteur critique qui va quand même à un moment bloquer. On va pas pouvoir faire à une personne une chose qu'elle n'a pas désiré faire. Donc, on va pas avoir cette prise de conscience. Mais déjà, Émile Coué, je veux dire, en 1880, 1880, parlait de ces techniques de suggestion qu'on pouvait faire aux enfants quand ils étaient dans la phase d'endormissement et dans laquelle on pouvait vraiment changer la façon de réagir d'un enfant. Et puis là, on parlait pas d'hypnose, on parlait pas de manipulation ou je ne sais quoi, mais on sait que le but d'un parent est quand même d'être dans la bienveillance pour son enfant, même si ma foi, des fois, comme disait Marie, cette bienveillance n'est pas forcément bien orientée, mais voilà, je veux dire, on va pas pouvoir faire quelque chose qu'une personne n'a pas décidé de faire contre son gré, disons. Oui, l'hypnose thérapeutique, c'est une intention et c'est une demande aussi, il faut souligner ça. Et l'idée du travail que nous proposons, c'est vraiment pour quelle intention et pour quelle demande, pour solutionner quoi. La plupart du temps, les gens qui viennent nous consulter au niveau des cabinets thérapeutiques, c'est vraiment pour trouver des solutions à certaines problématiques. Il n'y a pas l'hypnose de spectacle sulfureuse, comme tu l'appelles, Grégory, n'entre absolument pas en matière et ce n'est pas quelque chose que nous travaillons non plus dans nos formations. On vous apprend à hypnotiser rapidement quelqu'un,
avec une intention et un accompagnement avec un sujet, une demande spécifique. En plus, il faut savoir que dans notre constitution, on a une vigilance qui ne nous permet pas d'aller faire n'importe quoi avec n'importe qui. Il y a toujours un accord qui est donné, même en hypnose de spectacle, de la part du sujet. Et si vous avez pu assister à certains spectacles dans une grande salle avec beaucoup de participants, lorsque l'hypnotiseur demande des volontaires, il va faire quelques tests. Les volontaires vont faire le test. Ça veut dire qu'ils sont prêts à jouer une forme de démonstration ou à jouer un jeu d'acteur quelque part. Et il n'y a pas cette volonté-là autrement que de jouer cette forme de jouer l'acteur. Si on n'est pas dedans, si on ne veut pas le faire, on ne va pas aller sur scène. Et c'est là qu'on a notre vigilance personnelle aussi. Et on ne fera pas de l'hypnose de spectacle si on n'a pas cette volonté de le faire. Ok, donc l'enfant ne va pas avoir peur qu'on le manipule à travers ça, quoi. Non. En tout cas, on peut le rassurer. Ok. Et pour le parent, et puis non, une autre chose comme question, vous utilisez souvent le terme hypnose thérapeutique, mais du coup pour le coaching, c'est quoi, pour le sportif qui veut aller plus loin, c'est pas une thérapie, il est pas malade. Non, mais il a une demande spécifique, hein, comme je disais. Sa demande, c'est je vais performer là, ou j'ai besoin de ceci ou de cela, de la concentration. J'ai besoin d'être centré sur l'effort. J'ai besoin d'être centré sur le geste que je vais faire. Et ça, c'est ou alors sur les partenaires de jeu. Et ça, c'est une demande spécifique, hein, comme je l'exprimais tout à l'heure. Donc, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est de la thérapie, mais il va venir pour avoir cet accompagnement avec une demande spécifique et une volonté d'un changement quelque part. On peut dire que l'adjonction de ce mot thérapeutique, c'est plus dans un but de vraiment bien déterminer ce qu'on va faire en hypnose. C'est comme on sait qu'un sportif, après un match, après je ne sais quelle compétition, il va faire un massage, mais en principe, c'est quand même un massage thérapeutique, parce qu'on peut trouver d'autres formes de massage qui ont un côté qui est moins thérapeutique. Et de nouveau, là, on parle purement de massage, car dans l'environnement sportif, quelque chose qui est tout à fait normal, qui n'a pas besoin d'être précisé, mais des fois, afin de bien séparer ce côté hypnose de spectacle, on parle vraiment d'hypnose thérapeutique. D'accord, ok, je comprends mieux. C'est magnifique tout ça. Oui, c'est une bonne manière d'activer tous nos potentiels. Et pour, je dirais, apprendre l'auto-hypnose, combien de temps ça me prendrait? Alors, apprendre l'auto-hypnose, on propose également une formation sur un week-end. C'est 2 jours. D'accord. Donc, en 2 jours, sur un week-end, je peux apprendre l'auto-hypnose, donc l'utiliser sur Oui. moi-même. Et est-ce que je peux après aussi facilement transmettre à mes jeunes enfants? Il y aura certaines choses que tu pourras transmettre à tes jeunes enfants dans les outils qui seront fournis, la manière dont on peut entrer dans cet état de conscience modifié, les formules qu'on va mettre en place pour cela, et puis les réponses à certaines questions, parce qu'on va toujours partir avec un objectif. Une séance d'auto-hypnose, elle a besoin d'avoir un objectif spécifique. Je ne vais pas faire de l'auto-hypnose en disant, bon, ça y est, j'essaye de me mettre sous auto-hypnose, j'attends que ça passe, et puis je reviens de cet état, je me remets en énergie, et c'est bon, j'ai fait mon auto-hypnose. Ça paraît un peu manquer de matière, je dirais. Donc, on apprendra comment on va poser un objectif pour qu'il soit réaliste, réalisable au travers de l'auto-hypnose. D'accord. Et ça, c'est sur 2 jours Oui. en présentiel ou en distanciel? Alors, pour l'instant, on le fait en présentiel. On n'a pas encore mis en place chez la chaîne ES les vidéos qui pourraient apporter cette connaissance aux personnes qui souhaiteraient apprendre cette technique. Là encore, pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, on a besoin d'adhésion, en fait.
Et on a besoin de savoir si vraiment les gens préféreraient le faire sur un week-end en présentiel ou sur 2 samedis par exemple, ou sur quelques soirées, le nombre d'heures correspondant à la formation, ou alors si les personnes préféreraient le faire à distance, auquel cas on pourrait mettre en place une formation en ligne. D'accord. Donc, Alors, donc à vous de jouer. alors, quand vous écoutez cette vidéo et que vous êtes intéressé par l'auto-hypnose ou l'hypnose en général, mettez-nous un message, mettez-nous vos préférences aussi d'apprentissage. Hein. Vous pouvez très bien nous dire, ben voilà, moi je préfère faire à distance parce que j'habite en Guadeloupe et puis Yverdon, ça fait un peu loin. Ou au contraire, non, j'aime bien être en présentiel parce que c'est vrai qu'en présentiel, on a quand même euh, la lecture du langage corporel qui peut être plus prise en compte, hein, qui est relativement intéressante. Oui, et puis il y a l'application des techniques dans le groupe, hein, c'est-à-dire que on va apprendre à le faire, on va apprendre à se le faire et à le faire à l'autre, ce qui nous permet de voir aussi et d'ajuster la manière dont on va se mettre et mettre l'autre en état de conscience modifié. Donc l'auto-hypnose peut aussi passer par cet apprentissage de la visualisation de l'autre en action ou de soi-même avec un feedback qui serait fait dans le domaine présentiel, qui ne sera pas possible en webinaire, par webinaire. Donc, ça, c'est 2 jours pour l'auto-hypnose. Et puis, si on veut en savoir beaucoup plus que juste l'auto-hypnose, là, on commence à être, je sais pas, par exemple, il y a des thérapeutes ou d'autres gens dans leur métier qui peuvent vouloir découvrir l'hypnose. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Alors, on peut proposer la maîtrise de l'hypnose, devenir hypnoticien, c'est-à-dire l'art d'apprendre l'hypnose et de pouvoir le pratiquer. Non pas encore tout à fait en tant que thérapeute, puisque pour devenir hypnothérapeute et hypnopraticien, il y a les bases de la PNL qui se rajouteraient. Mais pour déjà apprendre à maîtriser l'hypnose et devenir hypnoticien, on propose une formation, une formation post-grade qui est ouverte à tous à partir du mois de mars. Donc c'est un cours pour apprendre ou pour se perfectionner dans l'application d'hypnose ericksonienne, hellmanienne et des diverses techniques d'hypnose, hypnose humaniste également. Et notre prochain cursus qui dure 10 jours sur des week-ends également va démarrer les 25 et 26 mars. Donc, il y aura un week-end par mois à peu près et on termine avec un test de certification à fin juin. Donc, voilà comment on peut venir à la chaîne ES. Et là, ça se passe en présentiel à Yverdon-les-Bains, donc en Suisse romande, dans le canton de Vaud. Ok, magnifique. Est-ce qu'il y a, je sais pas, des choses importantes quand je commence mes approches hypnotiques ou quand j'ai envie de découvrir ça? Parce que tu disais, alors je sais plus si c'est Grégory toi ou toi Marie, il y a des livres ou des vidéos qu'on peut regarder, mais quels sont les risques en fait en apprenant par soi-même? Vas-y, Grégory. Bon, alors, c'est une Mais question rapidement, Alors, on a des gens qui, effectivement, en autodidacte, sont extrêmement bons. Le problème qu'il y a, c'est que d'apprendre par soi-même, des fois, on risque de se retrouver, de pouvoir effectivement accompagner une personne dans des états modifiés, etc. On voit beaucoup d'hypnose, notamment une hypnose de rue qui se fait. Je sais que c'est un des, comment dire, j'aime pas le terme de déviance, mais c'est quelque chose qui s'est beaucoup vu en France où des jeunes apprenaient justement à travers des tutos YouTube ou autres comment hypnotiser les camarades, tout ça. Et le problème qu'il y a, c'est que derrière, on déclenche quand même quelque chose d'hypnose, c'est un outil extrêmement puissant. Et une fois qu'on a mis la personne en état modifié, etc., on peut se retrouver face à certaines problématiques, style des réactions cathartiques, des choses comme ça. Donc, quand il faut se rendre à la page 300 du bouquin pour vite faire ressortir la personne parce qu'on a déclenché quelque chose qu'on voulait pas, c'est des choses qui peuvent être bloquantes des fois et qui accessoirement peuvent laisser un mauvais ancrage à la personne qui est rentrée en état modifié comme à la personne qui a utilisé l'outil. Donc, c'est pour ça que tout avantage d'être accompagné dans une formation sérieuse plutôt que de l'apprendre par soi-même. C'est comme l'auto-école. Hein. Vous pouvez prendre un cours d'auto-école en ligne, faire du simulateur automobile. Le jour où vous vous retrouverez dans votre voiture avec 3 pédales pour les voitures entre guillemets les plus anciennes, avec un levier de vitesse, un volant,
peut toujours essayer de démarrer. Peut-être qu'arriver dans le deuxième carrefour, ce sera un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est pour ça qu'un accompagnement, en étant accompagné pour apprendre, ça permet de poser un cadre qui reste souple. C'est pas un cadre rigide, mais quand même un cadre dans lequel on va évoluer d'une manière sécure. Et le problème qu'il y a, c'est que, comme disait Marie aussi, l'hypnose, il existe des dizaines, voire des centaines, même des milliers de bouquins. Où chacun va partir de son postulat. Et l'autre problème qu'il y a, c'est qu'une fois que vous lisez votre bouquin pour mettre la personne en état modifié, vous commencez par la phase A, ensuite vous arrivez au B, puis quand on vous dit de remonter à A, puis à un moment, vous êtes perdu. Ce qui est exactement la même chose pour les bouquins d'auto-hypnose. J'en ai lu pas mal. C'est que des fois, oui, l'idée de la personne qui l'a écrit est vraiment intéressante. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne bien. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand vous avez un pavé qui fait 200 pages pour vous apprendre à rentrer en état modifié de conscience, c'est un petit peu compliqué de se souvenir de tout pour pouvoir l'utiliser. Donc, voilà, d'où l'intérêt de peut-être en live, que ce soit à travers des modules en live ou même en présentiel, mais d'avoir un accompagnement qui soit bon. Et tout ce qui est tuto YouTube, tout ça, oui, ça marche, mais comme j'en reviens à l'explication, comment apprendre à conduire ou même comment monter sur un vélo. Je veux dire, oui, à un moment, il y aura quand même quelques prérequis qui vont être absents. Je dirais que les livres sont des bons compléments une fois qu'on a appris, mais ce n'est pas dans les livres que vous allez apprendre. Ce serait plutôt ma conclusion. Ok, donc pas à la pratique. Donc pour ceux qui veulent apprendre l'auto-hypnose, un cursus normalement sur 2 jours. Pour l'instant, on n'a pas encore d'inscrits, donc avec des dates flexibles, on va dire ça comme ça. Oui. Des options flexibles. Et puis un cursus pour les gens qui ont envie de devenir, ou en tout cas de découvrir les premières bases de l'hypnose. Là, un cursus sur 10 jours. Oui. Avec, si vous voulez en savoir plus, contactez soit Grégory, soit Marie, soit moi-même. Vous pouvez laisser. Alors, on va mettre un replay de cette conférence, je pense, sur Facebook, sur YouTube et sur LinkedIn. Donc, vous allez risquer de voir ce replay. Donc, déjà, partagez-le si ça vous a plu, si les conseils ont été utiles. Et puis, bien sûr, si ça vous intéresse d'en savoir encore plus, envoyez-nous un petit message. Voilà. Alors, je peux parler aussi d'une offre spéciale qu'on fait jusqu'au 31 janvier à propos de ce cours d'hypnose sur 10 jours qui démarre en mars. C'est qu'on a fait un gros rabais et qu'on a un tarif inégalable aujourd'hui. Et pour toute inscription avant le 31 janvier, vous avez encore un rabais supplémentaire. Donc, si vous êtes intéressé, on va vous envoyer l'offre et avant le 31 janvier, inscrivez-vous. Et profitez donc du coup de ces avantages. Oui. Okay. Génial. Un mot de la fin, Grégory en premier. Je vais faire court. Pour ceux qui sont intéressés, je me réjouis de vous retrouver. Pour ceux qui voient ça éventuellement en replay, effectivement, n'hésitez pas à liker, à partager. Et laissez-vous accompagner. Donnez-vous le temps aussi de vous rendre compte de ce dont vous avez besoin et vous rendre compte que des fois, le besoin n'est pas forcément dans ce qu'on croit. C'est pas forcément dans du matériel, etc. Ça peut être simplement des fois dans justement ce développement personnel qui permet de se passer de beaucoup d'autres choses. Voilà. Merci Grégory. Marie. Alors, moi, je vous dis à bientôt. Déjà, ce prochain webinaire, premier samedi du mois de février, à la même heure. Et j'espère un jour vous croiser, vous rencontrer, échanger avec vous. Nous sommes à votre disposition, bien entendu. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré lors de ce webinaire, que vous l'écoutiez aujourd'hui ou en replay. Je me réjouis de nos futurs échanges et je vous remercie de votre écoute et de votre attention. À bientôt. Super, merci Marie. Oui, en effet, je rebondis sur ce que viennent de partager Grégory et Marie. Donc, prochain webinaire, ce sera le samedi 4 février. Si vous voulez influencer sur les thèmes, alors bien sûr, ça tournera autour de l'hypnose, de la PNL, du coaching, du développement personnel. Mais si vous voulez influencer sur les thèmes, vous avez le droit de nous proposer quelque chose. Donc, utilisez les réseaux sociaux pour ça.
Hein. Posez aussi vos questions. On n'a pas eu beaucoup de questions des participants aujourd'hui, mais les prochaines fois, avec grand plaisir, on répond à vos questions, quelles qu'elles soient, que ce soit sur l'hypnose en général ou plus en particulier. Et oui, il y a une chaîne, la chaîne ES sur YouTube, si vous ne la suivez pas encore. Hein, donc, je vous mettrai le lien dans les différents replays. Quoi d'autre à dire? Et on mettra le lien sur le site www.hnes.ch sur lequel vous avez beaucoup d'informations concernant tout ce dont on vous a parlé aujourd'hui. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Et encore bon début d'année à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouais.